Gargantua, chapitre 5. François Rabelais, comment Gargantua naquit d'une bien étrange façon. Ce chapitre 5 montre la naissance de Gargantua. Gargantua, c'est la vie d'un héros, de son commencement, naissance, jusqu'à son accession à la couronne. C'est donc un roman initiatique, on voit l'initiation du héros. On voit comment le personnage principal accède au rang de héros. On pourrait s'attendre à trouver la narration de la naissance du héros dans l'incipit, donc au tout début du roman. Mais la naissance du héros est retardée par des éléments comiques comme les propos des buveurs et par la narration de la fête qui précède la naissance de Gargantua. Il naît dans une ambiance festive. Dans un premier temps, nous allons montrer qu'il s'agit d'un texte plaisant avec la naissance burlesque de Gargantua. Dans un second temps, nous allons montrer que le texte traite des enjeux humanistes avec ainsi une dimension sérieuse latente. Dans un troisième temps, nous nous axerons sur le jeu rabelaisien avec le lecteur. Dans cette première partie, nous allons montrer qu'il s'agit d'un texte plaisant avec la naissance burlesque de Gargantua. Premièrement, le texte traite de la tradition populaire du Moyen-Âge, le comique scatologique et grivois. D'abord, il y a une dimension grivoise. Sauveur dit l'Évangile de Saint Jean, Gargamel, a dit-elle, plus à Dieu que vous l'eussiez coupé. Et il y a un décalage comique entre les propos érudits de Grangousier qui prétend soulager sa femme et la réflexion un peu grivoise de Gargamel qui se sentirait davantage soulagé par l'amputation de son membre. Ce dialogue n'a aucune fonction dans l'avancement de l'intrigue. Ce passage est présent seulement pour le plaisir paillard et comique. Cela fait penser aux fabliaux du Moyen-Âge. Ensuite, on retrouve une dimension scatologique. Aussitôt, arrivèrent en masse des sages-femmes de tous côtés, la tâtant par en dessous, elles trouvèrent quelques morceaux de peau, d'assez mauvais goût, et elles pensaient que c'était l'enfant, mais c'était le fondement qui lui lâchait. Ici le comique est doublé, il repose à la fois sur le fait que l'on confonde Gargantua avec les selles de sa mère et le fait que les sages-femmes goûtent les selles de Gargamel. Alors une vilaine vieille de compagnie, qui avait la réputation d'être guérisseuse, ses sphincters furent si obstrués et resserrés que nous ne les aurions pas élargis même avec les dents. On est en présence d'une incise, le narrateur fait intrusion pour s'adresser au lecteur. Ce qui est comique est que cette incise nous impose cette vision bien plus qu'elle nous invite à nous en détourner. Il y a un décalage comique entre des termes scientifiques, termes nobles, et le sujet sur lequel il porte qui est scatologique, sujet non noble. Deuxièmement, on constate la parodie de la naissance du héros. D'abord, on a l'illustration d'une naissance exceptionnelle et exceptionnellement comique. Le principe de la parodie, c'est à la fois l'imitation et le décalage comique qui est créé avec l'objet imité. Tout comme celle des grands héros des légendes, la naissance de Gargantua est exceptionnelle de par son caractère surnaturel, mais elle est aussi fantastique, ce qui la rend comique. Cet obstacle fit se relâcher, au-dessus, les cotylédons de la matrice, par où l'enfant jaillit, entra dans la veine cave et, grimpant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, où la dite veine se sépare en deux, prit le chemin de gauche et sortit par l'oreille gauche. On a bien une naissance exceptionnelle puisque Gargantua sort de l'oreille de sa mère. L'explication est comique, car ce type de naissance exceptionnelle relève de la légende et donc ne demande pas d'explication. Lacey s'obstine à vouloir donner une explication scientifique, due au fait qu'il soit un médecin. L'origine exceptionnelle des héros de légende est noble, or ici cette origine est totalement scatologique, elle est désanoblie, puisque cette naissance est liée au fait que Gargamel a énormément mangé de tripes et qu'elle a eu une indigestion. Digestion. Bacchus est le dieu du vin et est le fils de Jupiter, Zeus. Zeus, pour séduire la mère de Bacchus, Sémélé, a promis à cette dernière de réaliser un de ses souhaits. Incité par la femme de Zeus, Sémélé lui demande de se montrer dans toute sa gloire. Zeus se montre dans toute sa gloire avec ses éclairs, il foudroie Sémélé. À la suite de sa mort, Zeus coud dans sa propre cuisse le fœtus de l'enfant que Sémélé portait. Bacchus ne fut-il engendré par la cuisse de Jupiter? Roquetaillade ne naquit-il pas du talon de sa mère? Croque-mouche de la pantoufle de sa nourrice? Minerve ne naquit-elle pas du cerveau par l'oreille de Jupitonis par l'écorce d'un arbre de myrrhe? Castor et Pollux de la coque d'un œuf, Pont et Esclou par le dard. Rabelais associe ici la naissance de Gargantua à celle de grandes figures de la mythologie, héros et dieux. La naissance de Gargantua est à rapprocher à celle de Minerve, déesse des techniques de guerre. En effet,
Ils ont la naissance. Cela annonce peut-être la fin du livre où Gargantua s'impose dans la bataille. Il y a du comique du fait de l'évocation de héros qui sont de pure invention de l'auteur. C'est le cas de Roquantaya, qui avec le talon nous fait penser à Achille et Croque-Mouche qui avec la pantoufle est vraiment comique. On retrouve une dimension burlesque, on traite le haut par le bas. On constate une dimension comique avec le nom Croque-Mouche et la pantoufle de la nourrice. Ensuite le texte montre des qualités exceptionnelles qui annoncent le fait que Gargantua sera un héros. Dès qu'il fut né, il ne criait comme les autres, Miss Miss, mais il clamait à pleine voix, à boire à boire à boire, invitant tout le monde à boire. Il est présenté comme exceptionnel puisqu'il est différent des autres, ce qui est le propre des héros. C'est le cas de Hercule qui tue 2 serpents dans son berceau, à sa naissance. Il ne pleure pas et à la place il parle. Il y a une dimension parodique, car les premiers mots de Gargantua annoncent son goût pour le vin. Cela n'est pas forcément une qualité héroïque et renvoie ce personnage dans la tradition populaire du Moyen Âge. Cela annonce la joie de vivre de Gargantua que l'on retrouve dans son nom. Grand Gousier dit en parlant du gosier de son fils qu'est le Grand Tua, d'où le nom Gargantua. Cette dimension plaisante comme bien souvent dans les textes de Rabelais marque une dimension plus sérieuse. En effet derrière ce comique hérité du Moyen Âge, Rabelais expose ses connaissances humaines. Dans ce second temps, nous allons montrer que le texte traite des enjeux humanistes avec ainsi une dimension sérieuse latente. Premièrement, on constate dans ce texte une certaine connaissance du corps. Or, on remarque la critique des superstitions du Moyen Âge. Alors une vilaine vieille de compagnie, qui avait la réputation d'être guérisseuse, lui administra un astringent, produit qui bouche les fesses, si puissant que ses sphincters furent si obstrués et resserrés que vous ne les auriez élargis même avec les dents. Il y a un décalage entre la médecine pratiquée de façon superstitieuse, Moyen Âge, et la médecine scientifique, les découvertes de la Renaissance. Ensuite on a l'éloge des connaissances humanistes en matière de médecine. Cela a pour objectif d'instruire le lecteur tout en le distrayant, placerait de ce le relâchement du gros intestin, qu'est vous appelez boyau oculier, pour avoir mangé des tripes, le cotylédon, la veine cave. On a ici des termes médicaux précis. Rabelais expose son savoir. Rabelais est un médecin et il expose des connaissances encyclopédiques propres à l'humanisme. Il valorise son propre savoir, son érudition. Deuxièmement, on remarque la maîtrise des textes bibliques. D'abord, il y a une critique des superstitions héritées du Moyen Âge. Adiel, j'aime mieux entendre ces paroles que l'Évangile et je m'en trouve mieux que d'entendre la vie de Sainte Marguerite ou autre cafarderie. Rabelais fait une critique de la pratique de la religion au Moyen Âge où on retrouve une multiplication des saints qui font tendre la religion catholique vers une forme de polythéisme. Les catholiques prient davantage les saints que Dieu. Sainte Marguerite est connue comme la sainte que l'on prie lors des accouchements. Cafarderie est un mot péjoratif et montre que Rabelais en fait ici un blâme. La parole de l'Évangile, Rabelais est évangéliste, il a une vision intellectualisée de la religion qui repose sur la lecture personnelle des textes religieux. Rappelons que c'est à la Renaissance que la Bible sera traduite. Ensuite on remarque l'éloge de l'érudition humaniste et de l'évangélisme. Grand Gousier, je le prouve, Dieu notre Sauveur dit dans l'Évangile de Jean 16. La femme à l'heure de son enfantement éprouve de la tristesse, mais lorsqu'elle a enfanté, elle n'a souvenir aucun de son angoisse. Grand Gousier apparaît comme un évangéliste puisqu'il connaît les textes bibliques, il les a lus, et les cite en français. Troisièmement, on constate la connaissance des textes antiques. Cela provient de la Renaissance. D'abord on constate des allusions aux légendes des dieux, Bacchus et Athéna. Cela correspond aux éléments cités précédemment. Ensuite il y a des allusions à Pline, historien et naturaliste scientifique, avec l'histoire naturelle. Vous seriez stupéfait si je vous exposais ici tout ce chapitre de Pline où il parle des enfantements étranges. Lisez le livre 7 de son Histoire naturelle chapitre 3. Rabelais fait des références précises au texte, exposant ainsi son érudition. Rabelais fait l'éloge de sa propre érudition. La dimension légère et comique du texte n'est finalement là que pour mettre en valeur les... Néanmoins l'enjeu réel de ce texte se situe dans la longue apostrophe de Rabelais au lecteur dans laquelle il nous invite à réfléchir sur le pouvoir de l'argumentation. Dans ce troisième temps, nous nous axerons sur le jeu rabelaisien avec le lecteur. On est ici dans un texte métalittéraire, un texte qui parle de la littérature,
sur le pouvoir